Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Quand je me réveillai, les premiers rayons du jour glissaient entre les rideaux tirés des fenêtres, et un homme en chemise de nuit était debout près de mon lit. En une seconde, je fus tout à la situation. Je m'en voulus de ma faiblesse, mais une légère crispation de ma main sur l'enveloppe, que je n'avais pas lâchée, me rassura. J'avais dû faire quelques mouvements en me réveillant, car l'homme en chemise de nuit disparut rapidement dans le lavabo en emportant son sac et, du reste, en faisant le moins de bruit possible. Je tâtai encore mon enveloppe. J'étais tout à fait réveillé. Il me sembla qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'enveloppe, en ce sens qu'il y avait quelque chose de moins dedans. Je tente d'y glisser mon doigt. À cause de la chaleur de ma main, sans doute, l'enveloppe s'était collée. J'arrache. Il y avait bien la double feuille là-dedans, mais la lettre n'y était plus. Décidément, mon escogriffe n'était pas si simple qu'il en avait l'air ou si dénué de sens psychologique que je l'avais cru. Il avait dû s'apercevoir, à Lyon, en se réveillant et dès son premier coup d'œil sur son filet, que l'on avait touché à ses affaires et qu'il m'avait bien mis dedans en se retournant contre sa cloison et en feignant à son tour le sommeil, pendant que je m'endormais pour de bon, à mon tour. Matin. On était dignes de lutter l'un contre l'autre. J'avais gagné la première manche, il avait remporté la seconde, à qui la belle. Mais la partie devenait terriblement difficile pour moi, maintenant que je savais qu'il savait que je savais qu'il avait la lettre. Et je n'avais pas beaucoup de temps devant moi pour la lui reprendre, si tant est que la chose fût encore possible. Je feignis bien de ne point m'être réveillé, et je ne simulai le réveil que lorsqu'il réapparut, sortant du petit lavabo avec son sac. Je m'arrangeai pour qu'il ne perdît aucun de mes mouvements, ce qui était moins difficile que de les lui dissimuler, et pour qu'il m'aperçût du coin de l'œil rangeant hâtivement l'enveloppe que je venais de tirer sous l'oreiller, comme si je continuais d'être persuadé que je possédais un trésor. Toutefois, je doutais qu'il fût pris à une aussi mince comédie. En ce qui me concernait, toutes mes facultés étaient en éveil pour deviner ce que l'autre avait pu faire de la lettre. J'avais dû me réveiller dans le moment qu'il me reglissait l'enveloppe dans la main. J'imaginais que sa brusque disparition avait témoigné de sa surprise, et il ne faisait point de doute qu'il était entré dans le lavabo avec le précieux document en main. Sans quoi, quand j'avais remué pour la première fois, il n'eût point marqué cet émoi. Il était donc rentré dans le lavabo en chemise de nuit avec la lettre et avec son sac ouvert. Il en ressortit avec son sac fermé. Il y avait toute chance pour que la lettre fût dans le sac. Il se hâtait de s'habiller pour me laisser la place libre. Pendant ce temps, nous échangions ces propos du matin qui sont de rigueur entre gens qui ont passé la nuit dans la même cabine. Nous nous félicitâmes l'un l'autre du repos que nous avions goûté. Il était comme moi, le mouvement du train le berçait et il ne dormait jamais si bien qu'en voyage. Enfin, il fut prêt et, après avoir fermé son sac à clé, il sortit. Je me jetai hors de ma couchette et fis jouer le verrou de la cabine. J'étais seul, sans surprise possible. Je me ruai sur le sac. Aucune de mes clés ne l'ouvrait, mais j'avais un petit outil avec lequel je forçais les serrures, sans que je ne me demandasse une seconde ce qu'il adviendrait, par la suite, de cette effraction. Je vidai son sac, je le mis au pillage, je le tâtai sur toutes les coutures, pas de poche secrète. Et pas de lettre. Il avait donc gardé sa lettre sur lui, en tout cas. Il l'avait emportée avec lui. Je remis en vrac toutes les affaires de ce damné Drac dans son damné sac et jetai ce dernier dans le coin du filet où j'étais allé le chercher, puis je m'habillai en 5 minutes. Après quoi, en face de la glace, je composai mon visage, lui commandai le sourire et l'indifférence, et je rentrai dans le corridor croyant y trouver mon homme, mais point de Drac dans le corridor. Je glissai comme une flèche jusqu'au wagon-restaurant. Drac y prenait tranquillement son café au lait. Cette fois, je ne le fuyais point, et je fus fort heureux de constater qu'une place était libre en face de lui. Je m'y assis. Il me sourit. Je lui souris. Nous avions l'air
aussi contents l'un que l'autre, l'un de l'autre. Je savais qu'il savait. Il savait aussi que je savais qu'il savait. Quelle situation que celle de ces deux individus qui, depuis la veille au soir, ne cessaient de se voler mutuellement sans que rien, dans leur façon d'être ni dans leurs paroles, ne dénonçât leur intime pensée, la joie de la victoire ou le désagrément de la défaite, ni l'espoir frénétique de la revanche. J'avais commandé 2 œufs sur le plat. Il beurrait ses toasts. On approchait d'Avignon. J'avais peut-être encore 20 minutes devant moi. Vous avez chaud? Oui, j'avais chaud. De grosses gouttes de sueur me perlaient aux tempes. Je jetai ma casquette dans le filet au-dessus de nous, à côté de sa casquette à lui. On chauffe trop dans ces wagons de luxe. Cela dépend des tempéraments. Moi, je n'ai jamais trop chaud. Si vous permettez. Là-dessus, il prit sa casquette et s'en coiffa solidement. J'étais renseigné. La lettre était dans la casquette. Le coup d'œil qu'il lui avait lancé lorsque j'avais jeté la mienne dans le filet, le soin qu'il prenait de se recoiffer aussitôt mon arrivée, et la solidité même avec laquelle l'opération avait été faite, tout le dénonçait. Pour quelqu'un dont les sens étaient exacerbés comme les miens, il n'avait même pas été difficile de percevoir dans un dixième de seconde le sentiment évident de satisfaction dans la sécurité qu'avait exprimé cette tête dès qu'elle avait été coiffée de cette casquette. Rien ne m'avait échappé, pas même le léger effort qui attestait l'étroitesse, sans doute récente, de la coiffe. Enfin, 1 minute plus tard, je lus, comme dans un livre, cette phrase visible pour moi seul, dans ces 2 beaux grands yeux dont la placidité apparente semblait me narguer. Elle est là, la lettre. Viens donc la chercher. Tout à coup, j'y allai. Ce fut rapide comme la foudre. Je venais de payer mon déjeuner et il réglait le sien. Déjà, le train ralentissait et l'on allait entrer en gare d'Avignon. Je me levai, il était encore assis, je prenais ma casquette dans le filet. Elle était à carreaux comme la sienne, et avec un peu de bonne volonté, on eût pu prendre l'une pour l'autre, et tout à coup, lui jetant la mienne sur la table, je m'emparai d'un geste brusque de celle qu'il avait sur la tête. Il poussa un cri, se dressa hagard. Moi, je souriais, en déclarant tranquillement « Je vous demande pardon, vous vous êtes trompé de casquette, monsieur. » Jamais de la vie. Et il se jeta sur moi. Mais j'avais prévu le mouvement, et je m'étais assez reculé pour avoir mis la précieuse casquette hors de sa portée. Des voyageurs s'étaient levés, nous entouraient, intervenaient, s'amusaient de cet intermède incompréhensible et grotesque, de la fureur éclatante de ce voyageur, les yeux naguère placides lançaient des flammes, et la douce face rose était devenue comme un énorme boulet rouge prêt à porter l'incendie, pour une casquette. Moi, j'étais de plus en plus calme, séparé du dangereux escogriffe par 2 voyageurs, et je prononçai, en ouvrant la coiffe de la casquette, « Cette casquette est si bien à moi que, comme elle était trop large, je l'ai garnie avec une lettre que voici. Si monsieur désire que je lui dise quels sont les termes de cette lettre, je les répéterai, et tout le monde pourra constater lequel de nous 2 s'est trompé. » Ces derniers mots eurent le don de calmer Drac instantanément. Ils furent comme un bain glacé pour le boulet rouge qui n'éclata point. L'homme regarda ma casquette, sur la table, la prit, et convint en bougonnant qu'il s'était trompé, que c'était bien la sienne. Il y eut des rires. Le train stoppait en gare d'Avignon, je sautai sur le quai, mon trésor sur la tête. Quelques secondes plus tard, j'étais hors de la gare, ayant abandonné mon bagage. Et pendant que Drac me cherchait dans le train de Port-Bou, j'avais sauté dans une auto qui, à prix d'or et à 90 à l'heure, me conduisait à Marseille. Mais vrai, j'avais eu chaud. Chapitre 19. Où il est démontré une fois de plus que la fortune vient en dormant. Ce n'est que 2 jours après son arrivée à Marseille, où il se promenait sous un nouveau déguisement, que Rouletabille découvrit le nouvel établissement de Marius Poupardin. Errant dans la rue Saint-Féréol, il fut arrêté par un léger échafaudage qui encombrait le trottoir. Des ouvriers recrépissaient une façade et un artiste peintre dessinait en lettres d'or sur une grande glace ces mots de lumière. À l'instar, premier salon de coiffure de la capitale phocéenne. Le nom de Marius Poupardin ne flamboyait point sur l'enseigne encore absente.
Mais Rouletabille eut le pressentiment qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Il pénétra dans une salle déserte que les ouvriers venaient de quitter, et il perçut immédiatement des voix qui venaient d'une petite pièce au fond d'un corridor. Il entra dans le corridor et s'arrêta devant une porte aux vitres dépolies. Une voix qu'il connaissait bien le clouait là. C'était la voix de Madame Boulanger. « Ces 10 000 francs sont à vous, Poupardin. Mais dites-moi toute la vérité. Vous étiez établi depuis 2 ans au coin de l'impasse La Roche. Vous connaissez Théodora Luigi. Tout le quartier la connaissait. Elle ne se cachait pas quand elle venait au pavillon. Vous l'avez vue maintes fois l'an passé. Or, la femme qui est entrée chez vous le mardi du crime, ne niez pas votre commis qui était dans l'arrière-boutique et qui a entendu vos chuchotements pourrait vous donner un démenti. Cette femme dont la visite vous a fait riche. Car c'est avec l'argent de cette femme que vous êtes venu vous installer ici. Cette femme, c'était Théodora Luigi. Combien vous a-t-elle donné? Je vous donnerai davantage, moi. Mais il faut que vous parliez. J'ai juré de savoir la vérité, je la saurai. Vous savez qui je suis? Je suis la femme du malheureux que l'on a assassiné, là-bas, peut-être sous vos yeux. Je remuerai ciel et terre pour le venger. Enfin, vous savez bien que celui qu'on a arrêté est innocent. Vous n'allez pas le laisser guillotiner. Oh, celui-là peut être tranquille. D'abord il court, et puis, si on le rattrape, il sera acquitté. Poupardin, vous êtes un misérable. Marius Poupardin est un honnête homme et il parlera. C'était Rouletabille qui venait de lancer cette dernière phrase. À l'apparition de ce personnage inattendu, Madame Boulanger se leva, et Marius Poupardin, ramassant vivement les 10 000 francs qui se trouvaient sur la table, fit entendre à l'intrus les propos les plus désobligeants. Rouletabille n'était pas mis avec une extrême élégance. Le complet assez informe qui le déguisait ce matin-là, le chapeau melon un peu trop usagé qui le coiffait, le rejetait d'emblée. Sinon parmi la classe pauvre, du moins dans celle des gens gênés. L'effet qu'il produisit n'en fut que plus grand quand, après avoir soigneusement fermé la porte, il sortit de sa poche 10 billets de 1 000 francs qu'il plaça sur la table à la place même qu'occupaient tout à l'heure ceux qui venaient de disparaître dans la poche de Poupardin. « Encore » s'écria le barbier dans un ahurissement si prodigieux qu'en toute occasion on eût pu en rire. Mais Madame Boulanger retombait alors sur sa chaise, pâle d'émotion en reconnaissant Rouletabille. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis que tous deux avaient été frappés par le même coup du destin. Rouletabille, après avoir voulu tuer cette femme qui avait si inconsciemment mené Ivana aux abîmes, alla lui serrer la main. Il venait de la trouver sur la même piste que lui, accomplissant la même besogne que lui, travaillant pour lui. « Ah, mon Dieu !» Rouletabille aussi était plus ému qu'on ne saurait le dire. Il se retourna vers Marius Poupardin qui assistait à cette petite scène avec un air de plus en plus ahuri. « Oui, encore 10 000 francs, et il y en aura d'autres, mais le moment est venu de parler, monsieur. Et il faut bien que vous le sachiez, de choisir entre la richesse qui semble en ce moment vous combler et les pires désagréments. »« Mais, monsieur, je ne vous demande rien et ne crains pas vos menaces. » »« Eh bien, acceptez tout et redoutez-les. » Sur quoi Rouletabille sortit sa carte, appelée coupe-fil, délivrée par la préfecture, et mettant son pouce sur les mots qui pouvaient révéler sa qualité de reporter, il ne laissa paraître que ceux qui pouvaient faire croire qu'il appartenait à la police. C'était un petit truc qui lui avait souvent servi et qui lui est réussi une fois de plus. « Ah, monsieur est de la police. Il fallait donc le dire. » À la vérité, on eût été perplexe à moins. Il avait vu ce policier serrer la main de Madame Boulanger. Il fallait croire qu'ils étaient d'accord. Et du coup, ils représentaient à eux deux une puissance que Poupardin ne tenait nullement à s'aliéner, surtout dans sa situation un peu exceptionnelle. D'autre part, fallait-il qu'elle eût intérêt, la police, à ce qu'il dît la vérité pour la lui payer aussi cher? Son parti fut vite pris. Fini de faire l'imbécile. Il dirait tout ce qu'il savait. « Vous pouvez m'interroger. » Vous avez vu sortir Théodora Luigi de la villa de l'impasse La Roche ?